Bon, si vous voulez bien, nous allons commencer. Tout d'abord, je tiens à présenter mes excuses pour la semaine dernière, mais un virus un peu plus méchant que ce que je pensais m'a empêché d'être là et vous a peut-être fait perdre un peu de temps. En période de concours, le temps est précieux, donc j'en suis désolé. On va essayer de rattraper le coup aujourd'hui. Je vais essentiellement insister sur ce que je pense pouvoir être à l'origine de grande incompréhension d'une question. J'ai relu le programme avant de faire ce cours. Un certain nombre de situations d'urgence en cardiologie, notamment dyspnée, douleur, perte de connaissances brèves, sont à votre programme et feraient d'excellents cas cliniques très discriminants. Je ne vais pas chercher dans les détails, encore qu'on les verra au passage et que je répondrai à vos questions, mais surtout essayer de vous donner des éléments pour ne pas complètement vous planter et partir dans la mauvaise direction. En ce qui concerne ce qui est votre terreur, c'est-à-dire tomber dans les sacro-saints mots-clés et être conforme aux recommandations les plus récentes, j'ai refeuilleté la semaine dernière, quand j'ai préparé ce cours, l'abrégé Masson qui a été co-rédigé sous l'égide du Collège des enseignants de cardiologie. Alors, la forme est discutable. Chacun a ses habitudes sur la mise en page, sur la façon de mémoriser. Donc, je conçois que ce soit peut-être pas votre livre de chevet pour la cardio, mais en tout cas, sur le fond, sur le côté raisonnable et le côté bien actualisé des renseignements qui y figurent, cela m'a paru fiable. Il y a 2 ou 3 toutes petites nuances se s'étant dégagées ces 12 derniers mois que je vais vous proposer au passage. Mais globalement, si vous êtes dans les affres, est-ce qu'il y a l'AMM, est-ce qu'il n'y a pas l'AMM, est-ce que c'est conforme, pas conforme, vous regardez dans cet abrégé, les résumés sont bien faits, peut-être que les textes sont un peu pesants et un peu trop éclatés en présentation, mais les résumés sont bien faits, et je pense que vous avez là de l'information fiable. Je vais donc commencer ce survol en 2 heures de la cardiologie. Je vais reprendre, pour ceux d'entre vous qui étaient dans le service, ou pour ceux d'entre vous qui ont écouté l'enseignement de D2 il y a 2 ans, la cardiologie n'a pas changé, un petit peu, aux marges. Je vais donc garder à peu près le même plan, la même façon d'aborder les problèmes. Simplement, maintenant, vous êtes en D4. Entre-temps, vous avez appris tout le reste de la médecine. Entre-temps, vous avez vu des malades. Vous avez largement entamé vos révisions d'internat. Donc, vous reverrez ces mêmes notions avec, je pense, maintenant la maturité tout à fait suffisante pour faire une excellente copie si vous avez la chance d'avoir de la cardiologie le jour du concours. Alors, premier item, dyspnée aiguë. Je vais peut-être revenir. Oui, dyspnée aiguë. Je vous présente cette question sous l'angle du cardiologue, mais bien entendu, dans ma présentation, il y a en filigrane l'OAP, mais le cas clinique, s'il est un tout petit peu discriminant et bien fait, ne vous amènera pas le diagnostic sur un plateau. Je vous rappelle ce qui a été dit la semaine dernière, et c'est très important, même si ça vous paraît perdre du temps, lisez le cas clinique jusqu'à la dernière ligne. Vous avez parfois dans la dernière question des réponses évidentes à la première, ou en tout cas des renseignements qui vous empêchent de prendre la mauvaise direction. Les questions à vous poser devant une dyspnée aiguë, en première lecture, ça vous paraît être un OAP? Il y en a 4. Est-ce que c'est bien un OAP? Est-ce que je ne suis pas en train de me planter? Est-ce que je ne passe pas à côté des autres grandes causes de dyspnée aiguë de l'adulte? Essentiellement pneumopathie, embolie pulmonaire, poussée de BPCO, plus accessoirement les épanchements gazeux et liquidiens de la plèvre. Est-ce bien un OAP? Deuxièmement, est-il grave? Le est-il grave conditionnera les conditions de mise en sécurité qui vous seront peut-être demandées, qui rapportent beaucoup dans la grille et dont l'oubli peut coûter très cher. Et bien entendu,
si vous faites le raisonnement, au bénéfice du doute, je les mets graves tous, je les mets tous en réamed et je les ventile tous, ce n'est pas du tout l'esprit du concours et vous n'aurez pas une bonne note. Donc, est-il grave? Troisièmement, existe-t-il un facteur déclenchant? Et c'est clair qu'en faisant un cas clinique d'internat sur OAP, on a très envie de mettre un facteur déclenchant. Parce que d'abord, c'est la vraie vie, et ensuite, c'est là qu'on fera la différence. On sait que les râles crépitants et les opacités en ailes de papillon, vous savez tous ça. Je vous rappelle que le facteur déclenchant, c'est pourquoi le malade a basculé en OAP tel jour à telle heure. Donc ça, il faut systématiquement vous poser la question et la retrouver éventuellement à travers le déroulé du cas clinique. Et enfin, dernière question, qui souvent arrive plus vers la fin et embraye vers le traitement de fond, cette OAP et de quelle cardiopathie cet OAP est-il révélateur? Ce n'est pas toujours le sujet du cas clinique, mais souvent, ça se présente comme ça. Alors, est-ce que c'est bien un OAP? Vous avez l'essentiel de la réponse à votre question dans la clinique. L'anamnèse, les antécédents en 2-3 mots du patient suffisent à vous faire penser à une cardiopathie ventricular, à une possible étiologie d'insuffisance cardiaque ou pas. S'il n'y en a pas, ça n'élimine pas le diagnostic. L'OAP est souvent le symptôme révélateur d'une cardiopathie ischémique ou d'une cardiopathie hypertensive ou d'une cardiopathie dilatée primitive. Mais bien entendu, si votre patient a des antécédents d'hypertension, de maladie coronaire, de valvulopathie, ça aide beaucoup. Les symptômes, généralement, et dans le cas clinique, on essaye de mettre des malades représentatifs, sont brutaux, quasiment d'une minute à l'autre. Alors, pas toujours. Bien entendu, un OAP peut être précédé d'une aggravation d'une dyspnée d'effort, mais dans la forme typique, celle qu'on aime bien mettre dans les cas cliniques, c'est quelque chose de brutal. Plutôt un peu plus brutal qu'une pneumopathie, à égalité de brutalité, si j'ose dire, avec une embolie pulmonaire, un pneumothorax. Un peu moins brutal qu'un épanchement pleural. L'auscultation, bien sûr, attachez-vous au caractère bilatéral des crépitants. Il y a des crépitants dans de nombreuses autres pathologies pulmonaires. Ceux qui démarrent par les bases et sont symétriques, ça peut bien sûr être piégeant, ça peut être une pneumopathie virale, ça peut être une pneumopathie bactérienne bilatérale, tout est possible, ça peut être une fibrose, mais c'est quand même très évocateur de l'OAP. Pas de fièvre ou peu de fièvre. Ça, c'est un grand élément de diagnostic différentiel avec la pneumopathie. C'est évident que si c'est une ambiance 39,5 ou une ambiance 37,3, vous ne hiérarchiserez pas ces deux diagnostics de la même façon. Donc, pensez à ces petits points marqueurs. Le cliché thoracique. Alors, attention au cliché thoracique. Si on vous en reproduit un, il sera forcément typique. Ce n'est pas très fréquent qu'on en reproduise, mais je pense que ce n'est pas, tout du moins pour des dyspnées aiguës, mais ce n'est pas impossible. Le cliché peut être en retard par rapport à la clinique. Ça serait un peu vache pour un OAP de vous mettre un cliché thoracique normal. S'il a l'air d'être normal, c'est plutôt en faveur de l'embolie pulmonaire. Mais attention, ça on vous l'a dit plusieurs fois, mais attention, c'est une règle, il y a quand même des exceptions qui ne sont pas inimaginables. Le cliché thoracique peut être parfois moins grave que l'état clinique du malade qu'on vous présente. Et enfin, le BNP. Le BNP, on peut ne pas vous le mettre dans l'observation. Je dirais qu'encore en 2012, on peut imaginer qu'on vous fasse un tableau clinique initial d'OAP, qu'on n'ait pas un résultat de dosage de BNP. C'est peu probable. C'est un examen qui est maintenant présent dans tous les SAU, ou presque, de France et de Navarre. Mais si le correcteur, enfin si le concepteur de la question n'a pas parlé de BNP, il ne faut pas que ça vous déstabilise. Il ne faut pas dire « Oh là là, il n'y a pas de chiffre de BNP, donc c'est sûrement pas un cas clinique d'OAP ». Il faut quand même garder... je considère que ce ne serait pas un scandale qu'il ne soit pas mis. Ça serait un peu vache, mais pas un scandale. Si le BNP est normal, ça rend très peu probable le diagnostic d'OAP. Par contre, s'il est modérément élevé, il y a d'autres
causes de détresse respiratoire aiguë, et notamment l'embolie pulmonaire grave, qui peuvent entraîner une élévation modérée du BNP. S'il est très élevé, c'est une insuffisance cardiaque, mais attention, tout petit piège, ça serait vache là aussi, mais on est là pour faire du déminage. Si le malade est insuffisant cardiaque chronique, c'est un patient qui a 25% de fraction d'éjection, qui a un ventricule très dilaté, qui est dyspnéique depuis des mois et des mois, il a le droit, c'est même une de ses façons non exceptionnelles de mourir, de faire une pneumopathie qui va l'achever, si j'ose dire. Donc, le BNP très élevé, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une pneumopathie. Vous prenez un insuffisant cardiaque grave, qu'on vous détaille dans le cas clinique, vous avez un BNP à 6000, c'est peut-être son état de base. Et il a le droit, entre guillemets, de venir au SAU pour une dyspnée qui soit une pneumonie. Donc, notez tout ça. Bien entendu, le plus probable est que tout aille dans le même sens, mais parfois, si on ne veut pas avoir une courbe de Gauss complètement plate, le concepteur de question peut mettre des petites difficultés. Est-il grave? Je vous rappelle qu'il faut raisonner en deux types de gravité. Est-ce qu'il est grave au plan ventilatoire? Est-ce qu'il est grave au plan circulatoire? Souvent, malheureusement, c'est les deux à la fois, mais pas toujours. L'OAP peut être grave, très hypoxémiant, très cyanosant, nécessitant la mise en route immédiate d'une technique de ventilation, VNI, intubation, peu importe, mais le malade circule toujours bien, il n'est pas acide, il circule, il pisse. Le malade peut être grave sans être trop congestif, par exemple il avait des diurétiques, et être, non, il a quand même de l'OAP, entendons-nous bien, mais il n'a pas des crépitants jusqu'aux narines, et il est grave parce qu'il circule mal, il est en état de choc, il est marbré, il est oligurique, il est acide. Donc vous devez chercher ces deux types de signes cliniques de gravité. C'est bien sûr les critères cliniques de gravité qui l'emportent. La radio est un élément de gravité. Globalement, plus c'est blanc, plus c'est grave. Ça, c'est assez simple. Et c'est la gazométrie qui est, dans l'immédiat, si vous avez, dans votre cas clinique, des décisions à prendre à partir du SAU, de transfert en réanimation, d'appel à l'anesthésiste ou au réanimateur pour mettre en route une technique d'assistance ventilatoire, la gazométrie est très importante et c'est là où vous aurez des éléments vraiment importants de pronostic, la PaO2, la saturation, mais bien entendu la capnie. Finalement, juste pour l'oxygénation, on peut se passer des gaz du sang, sauf quelques très rares exceptions, la saturométrie cutanée est suffisante. Par contre, les gaz du sang vous apportent deux renseignements fondamentaux. La valeur de la PCO2, si la PCO2 n'est pas basse, c'est que c'est grave. Un OAP de moyenne gravité, hyperventile et hypocapnique. Si le malade est ne serait-ce que normocapnique, c'est un signe de gravité. S'il est hypercapnique, ça ne signifie pas, là aussi c'est un piège dans lequel vous pouvez tomber. Si vous raisonnez hypercapnie sévère, ça veut dire que c'est une poussée de BPCO, ce n'est pas un OAP. Vous pouvez avoir tort. Dans l'OAP grave, il peut y avoir une hypercapnie. Le débit cardiaque s'effondre, le diaphragme n'est plus perfusé, le malade hypoventile et sa capnie peut être à 60-65. Donc attention, l'OAP standard est hypocapnique, l'OAP normocapnique, c'est déjà un signe de gravité. Un gaz du sang d'hypercapnie que l'on vous donne dans le cas clinique, ça peut être bien sûr une poussée de surinfection d'une insuffisance respiratoire chronique, c'est même souvent ça, mais ça peut être un OAP grave chez un patient qui a les bronches strictement normales. Et enfin, le BNP est grossièrement, son élévation est proportionnelle à la gravité, mais là aussi, si on ne connaît pas l'état de base du malade, parfois des chiffres très élevés de BNP correspondent à une situation chronique chez des patients insuffisants cardiaques évoluant depuis longtemps. Troisième question, existe-t-il un facteur déclenchant? Chez l'insuffisant cardiaque chronique, le plus habituel, c'est l'arythmie. Si vous avez électrocardiogramme,
dans le cas clinique, vous allez bien sûr regarder s'il n'y a pas des signes d'infarctus pour expliquer l'OAP, on le verra quelques lignes plus bas, mais regardez si les complexes sont réguliers ou s'ils sont irréguliers. Si les complexes sont irréguliers, c'est peut-être une ACFA, c'est même presque à coup sûr une ACFA. Je pense que le jour de l'internat, on peut pas vous... Enfin, ça serait vraiment très vache de vous mettre des troubles du rythme complexes. Globalement, si c'est franchement irrégulier, c'est une ACFA. Et c'est à soi seul un excellent facteur de décompensation. Et ça change le traitement. L'anémie, notamment chez le patient âgé, un très bon facteur de décompensation. La rupture de traitement, alors on peut vous faire évoquer la rupture de traitement dans le cas clinique en vous disant le malade est peu compliant à son traitement, il est indiscipliné, c'est relativement facile. On peut vous l'annoncer de façon plus subtile, vous faire réfléchir dessus de façon plus subtile et plus discriminante pour les meilleurs, en vous disant que le patient a depuis quelques jours des signes de gastro-entérite, qu'il vomit, qu'il a la diarrhée, enfin bref, que ces médicaments sont de facto, ne sont plus absorbés, ou présenter je ne sais quoi, un syndrome confusionnel. Donc, la rupture de traitement, dans le cas clinique, vous l'évoquerez soit parce qu'on vous annonce un malade peu discipliné, soit parce qu'on vous annonce une pathologie déclenchante quelque part ou d'accompagnement qui peut entraîner une rupture de traitement. Bien entendu, le principal facteur déclenchant, celui dont vous devez vous méfier comme de la peste, c'est un syndrome coronaire aigu. Est-ce que derrière l'OAP, il n'y a pas un infarctus? Est-ce que l'OAP, en fait, ce n'est pas un cas clinique d'infarctus chez un diabétique qui ne souffre pas et qui se présente sous le masque d'un OAP? C'est bien entendu, là, ça serait une question qui serait bien discriminante. On peut imaginer qu'une partie des candidats se précipiteront sur tous les raffinements du traitement de l'OAP et ne verront pas que sur l'électrocardiogramme, il y a des modifications électriques ou qu'il y a dans l'énoncé des résultats biologiques des arguments pour un infarctus du myocarde qui pourraient nécessiter une revascularisation urgente. Alors, s'il y a des symptômes d'angine de poitrine associés de douleurs thoraciques, ça devient relativement facile. Si par contre il n'y en a pas, et à ce moment-là, il serait de bon ton que le concepteur du cas clinique le mette chez un diabétique, mais comme vous le savez, l'infarctus indolore existe aussi chez le non-diabétique, ou comme vous le savez, l'infarctus peut être le signe révélateur du diabète environ une fois sur 4, donc attention à la hantise de l'infarctus. Et si vous n'avez pas d'électrocardiogramme, on ne vous demandera pas un diagnostic précis d'infarctus, mais dans la liste des examens évoqués ou des causes à évoquer, ça doit être omniprésent. Alors, cardiopathie sous-jacente, bien sûr l'anamnèse, l'examen clinique, attention, si on a mis, si dans la présentation initiale, le malade était très tachycarde, il est concevable qu'on ne vous parle pas d'un souffle parce qu'ils ne sont pas audibles. L'électrocardiogramme, bien sûr, est fondamental. Attention à la troponine. Il y a un piège possible. La troponine est très élevée dans les syndromes coronaires aigus, dans certaines formes, causes rares, étiologies rares d'OAP comme les myocardites aigus, mais là aussi, ce serait un peu vache qu'on vous mette ça à l'internat. C'est quand même une pathologie qui reste rare, mais enfin, sait-on jamais. Par contre, une troponine modérément élevée peut être la conséquence et non pas la cause de l'OAP. Si vous avez une troponine à 3, 4 fois, 5 fois la limite supérieure de la norme, ce n'est pas forcément un syndrome coronaire aigu. Ça ne veut pas dire qu'une destruction myocardique soit à l'origine de l'OAP. Ça peut être la conséquence. Si par contre la troponine est à 100 fois la limite supérieure, ça serait un peu vache de vous mettre autre chose que probablement un infarctus, très accessoirement une myocardite, ça serait un petit peu difficile. L'échocardiogramme est bien sûr très important. Attention, dans votre... il se peut qu'on ne vous en parle pas dès le début. Ne dites pas, oh là là, s'ils n'ont pas fait d'écho tout de suite, c'est que c'est sûrement pas un OAP cardiogénique ou un OAP. Parfois, l'écho n'est pas faisable au début, tout simplement parce que le malade est trop dyspnéique pour qu'on puisse faire une écho digne de ce nom.
Et il n'est pas irréaliste que dans un OAP cardiogénique, on ne vous parle pas de résultats de l'écho lors de la présentation initiale. Quant à la notion de si le cœur est petit sur la radio ou si à l'écho on ne parle pas de cardiomégalie, ce n'est pas un OAP, c'est bien sûr une notion fausse. Dans les insuffisances cardiaques aiguës, brutales, par exemple une rupture de cordage de la grande valve mitrale, le cœur n'a pas le temps de se dilater. Et chez les patients âgés, on vous l'a dit plus d'une fois, mais et ceux d'entre vous qui ont fait de la cardio ou de la médecine interne, vous en avez vu des wagons de patients âgés qui viennent pour des OAP ou des subédèmes pulmonaires, qui ont des petits cœurs et qui sont que des troubles de compliance. Donc, chez le sujet âgé, toujours penser à l'insuffisance cardiaque à petit cœur, à systole conservée, c'est possible, c'est tellement fréquent et maintenant enseigné qu'à mon avis, ça serait un sujet honorable, ce ne serait pas trop difficile, ce ne serait pas considéré comme trop cruel de vous mettre une insuffisance cardiaque aiguë à petit cœur. Donc l'absence de cardiomégalie, l'absence de dysfonction systolique sur un résultat d'écho ne disqualifie pas le diagnostic d'OAP. Et toujours chez le patient âgé, pensez à l'anémie comme facteur de décompensation. J'en ai fini avec les dyspnées aiguës. Je passe aux douleurs thoraciques. Alors, ce que je veux voir avec vous, ce sont les douleurs prolongées, permanentes, mais disons, je me mets dans le cas de figure d'une douleur qui dure plusieurs dizaines de minutes. On n'évoque pas là les douleurs intermittentes, brèves, qui peuvent être bien sûr de l'angor instable, qui peuvent être des douleurs de péricardite aussi, qui sont parfois intermittentes. Là, je me mets dans le cas de figure d'un malade qu'on vous présente comme souffrant d'une douleur depuis plusieurs dizaines de minutes, voire quelques heures. Bien entendu, l'infarctus est le grand diagnostic à évoquer en premier. Je dirais qu'il faut presque avoir une attitude défensive. Si on vous présente une douleur thoracique constrictive, dans votre tête, c'est un infarctus jusqu'à preuve du contraire. Par argument de fréquence épidémiologique, il y a quand même 100 fois plus d'infarctus que de dissection aortique, et par urgence thérapeutique. C'est évident que si c'est un infarctus et qu'il est vu précocement, pas perdre de précieuses minutes à se tromper de diagnostic. Néanmoins, il n'y a pas que l'infarctus. Vous avez en diagnostic différentiel, il y en a de nombreux diagnostics différentiels, mais 3 diagnostics différentiels ne sont pas du tout exhaustifs. Hein. Il y en a d'autres. Ce n'est pas que je les oublie, mais sinon, ce n'est pas en 2 heures qu'on pourra faire le tour. L'embolie pulmonaire. Mais attention, dans l'embolie pulmonaire, il y a 2 types de douleurs qui sont assez différentes et assez faciles à analyser. Les douleurs qui sont latérothoraciques, très localisées, majorées par l'inspiration, qui sont parfois très intenses, mais vraiment bien localisées, inspiratoires. Ça correspond à un infarctus pulmonaire. Il y a souvent une réaction pleurale. C'est des douleurs qu'il est difficile de confondre avec celles d'un infarctus. Souvent, sur le cliché thoracique ou sur le scanner, il y a des images alvéolaires et une réaction pleurale. Par contre, dans l'embolie pulmonaire grave, lorsqu'il y a une hypertension artérielle pulmonaire, il peut y avoir une vraie douleur d'angor. C'est le ventricule droit qui est en situation d'ischémie, parce qu'il n'arrive pas à faire face à l'augmentation des besoins en oxygène liés à l'hypertension pulmonaire, et ça peut générer du vrai angor. Mais si c'est du vrai angor, si c'est une douleur médiane, constrictive, rétrosternale, à ce moment-là, dans le cas clinique, on vous donnera des signes d'embolie pulmonaire grave. Je vous dirai la même chose tout à l'heure pour la perte de connaissance. Une douleur d'angor typique, médiane, constrictive, ça peut être l'embolie pulmonaire à condition que le malade soit tachycarde, qu'il ait des signes droits cliniques, qu'il ait une hypertension artérielle pulmonaire à l'écho, qu'il ait un gros ventricule droit. Une embolie pulmonaire non grave peut donner des signes pleuraux, la douleur latérale, pas une douleur se confondant avec l'infarctus. La péricardite aiguë, c'est un vrai diagnostic différentiel. Là, ça peut être difficile. Parfois, le contexte est très clair, ça frotte,
la CRP est élevée, il y a des signes qui concordent, il y a un sous-décalage de PQ, etc. Là, ça pose aucun problème. Parfois, c'est vraiment difficile. La troponine, pareil, si la troponine est légèrement élevée, ça n'élimine pas une péricardite. Il y a souvent une petite atteinte inflammatoire de quelques grammes de myocarde dans la péricardite. En fait, au plan anapathe, ce sont des mini-myopéricardites. Et une troponine à 4-5 fois la norme, ce n'est pas forcément coronaire. Ça n'élimine pas une péricardite inflammatoire. Et la dissection aortique, c'est bien sûr le grand... c'est ce que vous connaissez le mieux, finalement. C'est très spectaculaire, mais ce n'est pas très fréquent. Mais bien entendu, le jour de l'internat, rien n'interdit aux poseurs de questions de vous demander un diagnostic différentiel avec une dissection. S'il y a des chirurgiens dans le jury, ils adorent. Ça reste quand même une des rares vraies urgences de chirurgie cardiaque. Il y a encore d'autres, j'exagère, mais juste pour les taquiner un petit peu. Il y a de l'imagerie assez spectaculaire, le TO ou l'IRM ou l'angioscan. Ce n'est pas le moment d'en discuter. Donc, même si c'est une pathologie qui est rare, on peut vous le présenter. Globalement, ça ressemble à un infarctus, mais l'électro est normal. Et les marqueurs enzymatiques sont normaux ou peu élevés. Ce qui doit être évocateur, c'est bien sûr la topographie de la douleur, avec cette douleur qui va vers la région cervicale, puis dans le dos, selon le déroulé anatomique de l'aorte. Alors bien sûr, toutes les dissections n'ont pas ce type de douleur, mais ça serait un peu vache si on vous décrit la douleur, si le concepteur prend la peine de décrire la douleur, de ne pas parler de l'irradiation cervicale et surtout dorsale. Les autres signes cliniques, je ne vais pas vous refaire la dissection aortique, vous la connaissez. Généralement, vous la connaissez presque trop bien par rapport à la fréquence. Et bien entendu, c'est tout autant une urgence que l'infarctus, mais ce n'est pas la même urgence. Il est concevable que le cas clinique vous mène avec la possibilité d'un infarctus ou d'une dissection jusqu'à la coronarographie. Ça serait un peu dur, mais ce n'est pas inconcevable. Donc, dans le déroulé de la question, ça peut rester, le diagnostic différentiel peut rester en balance assez loin. Attention à ne pas, là aussi ça serait difficile, mais on est en déminage, ne vous laissez pas abuser par une urgence abdominale avec un masque d'infarctus. Un infarctus, syndrome vagal, sueur, vomissement, et pancréatite aiguë ou perforation d'ulcère, avec douleur qui est finalement topographiquement rétroxyphoïdienne, pas très très différente, et parfois il peut y avoir des petits troubles de repolarisation sur l'électrocardiogramme, notamment dans la pancréatite aiguë hémorragique. Alors là aussi, ça serait vache, mais comme on en est aux ultimes révisions, vous le notez dans un coin. La douleur thoracique, la clinique et le CG vous font 90% du diagnostic. Comme cela vous a été dit aussi lors de la séance de débriefing de la semaine dernière, si on vous détaille la douleur dans l'énoncé du cas clinique, chaque adjectif compte. Si le cas clinique est bien fait, ils sont lus et relus ces cas cliniques, généralement pas si mal faits que ça, vous devez utiliser toutes les données de l'énoncé. Si on se donne la peine de vous décrire un tableau clinique, il faut vraiment, dans votre réponse, vous assurer que vous avez bien pris en charge tous les éléments. On peut vous mettre un piège ECG. Je vous rappelle que si le malade est porteur d'un pacemaker ou d'un bloc de branche gauche, le Wolf, c'est quand même beaucoup plus rare, le Wolf permanent, j'entends, hein. Le Wolf, c'est banal, mais le Wolf permanent qui mime l'infarctus, c'est quand même pas très fréquent. Mais dans ces deux situations fréquentes, bloc gauche et porteur de pacemaker, on peut vous proposer un diagnostic d'infarctus. Il suffit qu'on vous mette dans le cas clinique que le malade est porteur d'un pacemaker en vous enlevant l'un des piliers du diagnostic. Ça vous force, vous avancez à cloche-pied, c'est un peu plus difficile, c'est aussi un peu plus discriminant. Alors bien entendu,
vous avez une large place pour la biologie et donc en pratique les dosages enzymatiques dominés par la troponine et l'échographie à la recherche d'un trouble de cinétique segmentaire pour l'infarctus, d'une hypertension pulmonaire ou d'une dilatation des cavités droites pour l'embolie pulmonaire, éventuellement d'un épanchement liquidien pour la péricardite et d'un double contour aortique pour la dissection. Mais attention, si le cas clinique est à l'évidence à 95% un infarctus, je pense que quand on vous demande des examens complémentaires, mettez dosage de troponine, mettez échographie, mais en mettant bien que ces examens ne doivent pas faire retarder la mise en route d'une thérapeutique de reperfusion si le diagnostic d'infarctus transmural est vraisemblable. Ça vous prend 20 secondes à le mettre, donc comme ça, par rapport à vos angoisses de grille, vous avez mis, donc on cochera les items écho-troponine, et vous vous mettez à l'abri du risque que dans la grille, il y ait des pénalités pour ceux qui ne jouent pas la course contre la montre pour le transfert en salle de choro ou plus rarement l'injection d'un thrombolytique. Donc je pense que mettez-le, qu'en aucun cas le correcteur puisse penser que vous ne connaissez ni la troponine ni l'écho, mais de façon bien évidente, bien sûr, lorsque le diagnostic est annoncé, lorsque le cas clinique c'est un infarctus à 95%, que vous fassiez bien passer la notion que vous êtes conscient qu'on joue la montre. Alors, perte de connaissance brève. Oui. Oui, le bloc de branche droit concerne la partie terminale du QRS. Donc ça n'empêche pas de lire une onde Q. Donc c'est le bloc de branche gauche. Le bloc de branche droit est plus fréquent et il ne gêne pas. C'est un peu plus difficile, il faut un œil un peu plus entraîné, mais en pratique, il ne gêne pas la lecture de l'infarctus. Alors, perte de connaissance brève, c'est sûrement une des questions les plus dures et une des questions où il y a le plus matière à se tromper. Le cas clinique n'est pas forcé de vous dire un malade vient consulter pour une perte de connaissance brève. La symptomatologie peut être décrite différemment. Bien sûr, si on vous annonce une perte de connaissance brève, ne cherchez pas midi à 14 h. Mais on ne vous l'annonce pas forcément. Donc, il faut bien différencier. Et c'est vraiment là où... bon, les quelques fois où j'ai corrigé l'internat, je n'ai pas vu passer cette question. Par contre, au CSCT, enfin, le module 11 maintenant, on l'a posé plus d'une fois à des étudiants presque aussi brillants que vous l'êtes actuellement. On a eu des gros plantages, avec des erreurs énormes d'aiguillage quasiment dès la première ligne. Tout simplement parce que l'étudiant, le candidat, n'avait pas bien analysé, n'avait pas mis dans la bonne case les symptômes qu'on lui présentait. Perte de connaissance brève authentique, c'est la conscience est normale, puis abolition totale de la conscience. La durée en pratique, ça ne peut pas être très long, mais parfois le malade ne s'en souvient pas. Donc dans le cas clinique, on peut ne pas vous le préciser, bien sûr. Perte de connaissance brève de 3 heures, c'est peu vraisemblable. Et ensuite, un retour à une conscience normale. Le retour peut être immédiat ou peut être progressif, mais en tout cas, c'est normal, zéro, normal. Ça, c'est la perte de connaissance brève et les étiologies qu'on va voir tout à l'heure. Si la perte de connaissance n'a pas été complète, ce qu'on appelle une lipothymie, attention, ça peut être la même chose, les mêmes étiologies que les pertes de connaissance brèves, mais en plus court. Le malade, ça a été tellement bref, la salve de TV, que le malade n'a pas eu le temps de perdre connaissance. Mais ça peut aussi être en diagnostic différentiel une crise d'hystérie. Alors, je ne sais pas s'il y a déjà eu ça à l'internat, mais j'ai des souvenirs très précis de cas cliniques d'internat où il y avait un diagnostic différentiel psychiatrique dans le piège dans lequel sont tombés de nombreux candidats. Donc, je ne sais pas si dans l'histoire de l'internat, il y a déjà eu une syncope qui finalement était, enfin, pas une syncope, une perte de connaissance brève, tout du moins ce qui était vécu comme ça par les candidats, qui était en fait un problème purement psychiatrique. Mais il y a toujours une première fois
si d'aventure c'est à ce concours-là, ne tombez pas dans ce piège. L'accident ischémique transitoire ne donne pas de perte de connaissance brève. Vous aurez un déficit sensitif, sensoriel, moteur. Ce déficit moteur peut entraîner un dérobement d'une ou des deux membres inférieurs avec une chute, mais il n'y a pas de perte de connaissance. Donc attention, AIT et perte de connaissance brève, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas les mêmes examens qu'on demande, ce n'est pas la même enquête étiologique qu'on fait, ce n'est pas le même traitement. Et enfin, le coma, c'est par définition, enfin, je ne sais pas si l'OMS a prévu des durées, mais c'est autre chose, et méfiez-vous de l'hypoglycémie. Une hypoglycémie peut vous donner une lipothymie, un malaise, surtout en fait les signes adrénergiques que ressent le patient, ou peut vous donner un coma. Mais s'il y a une perte de connaissance complète, avec un malade qui est dans le noir complet, qui n'a plus de conscience, il n'en sortira que s'il a du glucose ou du glucagon. Si dans le cas clinique, vous avez un malade qui perd complètement connaissance, zéro, le noir absolu, et qui, sans injection de sucre, enfin administration, injection de sucre ou de glucagon, retrouve une conscience normale, ce n'était pas une hypoglycémie. Je vous ai détaillé ce qui me paraît être les causes les plus... les causes d'erreur les plus évidentes. Donc, lorsque la perte de connaissance brève est authentique, donc lorsque vous avez retrouvé ces paramètres, il y a en pratique deux mécanismes, la syncope, c'est-à-dire l'arrêt total et transitoire de la perfusion du cerveau, ou la crise comiciale. Alors, la crise comiciale, je me garderai bien, vous en savez plus que moi au jour d'aujourd'hui, vos connaissances sont plus fraîches. Juste un élément diagnostique différentiel, dans une perte de connaissance d'origine cardiaque, il peut y avoir des mouvements cloniques. Un patient qui fait un BAV, je dirais qu'une fois sur 4, il aura des secousses cloniques pendant la perte de connaissance. Par contre, ce qui reste très discriminant, c'est dans la perte de connaissance d'origine cardiaque, dans la syncope, généralement, on verra tout à l'heure là où ça se complique, généralement, même s'il a eu quelques mouvements cloniques, il va retrouver instantanément la conscience. Il ne sera pas glauque, il n'y aura pas de phase stertoreuse. Ça, c'est un élément diagnostique différentiel important. Alors que dans la crise comiciale, comme mes collègues neurologues vous l'ont sûrement enseigné, en sortie de crise, il y a une phase, le raccrochage se fait plus progressivement. Alors, les syncopes, on les classe, mais c'est un peu artificiel. Finalement, in fine, c'est le cerveau qui ne reçoit pas sa dose d'oxygène et d'énergie, et donc qui arrête de fonctionner. Mais on les distingue entre les causes cardiogéniques. Il y a un arrêt temporaire total, ou profond en tout cas, de l'activité de la pompe cardiaque, ou périphérique. C'est une très grande vasoplégie, une très grande inadéquation contenant-contenu de la masse circulante. Et entre les deux, il y a les mixtes, il y a les vagales, où il y a à la fois une composante bradycardique, donc cardiogénique, et une composante vasoplégique. Attention, alors là, je ne sais pas comment cette notion-là pourrait être dans un cas d'internat, mais après tout, un jury audacieux pourrait le faire. Dans la vraie vie, dans 40 à 50% des cas, on ne retrouve pas l'étiologie. Alors, si vous tombez sur un jury audacieux qui veut vous faire un cas clinique qui colle avec la vraie vie, il est concevable qu'à la fin du cas clinique, vous n'ayez pas de diagnostic. Pour une première syncope, bien explorée, dans un bon SAU, il y en a près d'un sur deux où on n'a pas de diagnostic de certitude. Alors, parfois, par paresse intellectuelle, on met malaise vasovagal, mais c'est vraiment histoire de dire quelque chose. Alors, dans les causes, vous les connaissez aussi bien que moi, je vais aller très très vite. N'oubliez pas que l'arrêt du débit cardiaque, en matière de rythmologie, c'est aussi bien le très très lent, ça tout le monde le sait, que le très très rapide. La salve de tachycardie, lorsqu'elle est très rapide, surtout sur un mauvais ventricule gauche,
peut entraîner un arrêt du débit cardiaque. Il n'y a plus de diastole, le cœur, le débit cardiaque s'effondre, et ça fait une aussi belle syncope qu'un BAV ou un BSA. Le rétrécissement aortique, c'est toujours lié à l'effort. La syncope, ça serait vraiment vache de vous mettre une syncope de RAC au repos, c'est quasi, tout est possible. Si le malade est également coronarien, ou comme c'est des patients âgés, s'il a également un trouble conductif, bien sûr c'est possible, ça serait un petit peu dur. Dans la cardiopathie obstructive, la syncope est plutôt juste à l'arrêt de l'effort. Là, ce sont des nuances. Pour l'embolie pulmonaire, par contre, alors là j'insiste beaucoup, le reste, les myxomes, c'est des raretés. Pour l'embolie pulmonaire, là j'insiste beaucoup, l'embolie pulmonaire ne peut être une cause de syncope que si elle est grave. Le malade, un cas clinique d'un malade qui syncope, qui fait une syncope vraie, et à l'examen clinique, après la syncope, il est rose, frais, il bat à 60 par minute, il a 14,7 de tension, il n'est pas dyspnéique et il n'a pas de signe droit, là, ce n'est pas une embolie pulmonaire qui a provoqué cette syncope. Par contre, dans l'embolie pulmonaire grave, comme on l'a vu tout à l'heure pour la douleur angineuse, celle qui en sortie de perte de connaissance est à 120 par minute avec des grosses jugulaires et 9 de tension, alors là, oui, l'embolie pulmonaire peut être la cause de la syncope. Donc ne tombez pas dans ce piège. L'hypotension orthostatique, c'est vraiment probablement la cause, avec le malaise vasovagal, la plus fréquente. On peut vous présenter une dysautonomie, un diabétique sévère ou un Scheidegger, qui est en fait une variante d'atteinte des noyaux gris centraux. Chez les patients âgés, c'est une étiologie très fréquente de perte de connaissance qu'on peut voir dans une question d'orthopédie, dans le facteur déclenchant d'une fracture du col du fémur, par exemple, hein, et dans lequel interviennent souvent plusieurs facteurs associés. Ça sera volontiers un patient âgé hypertendu qui recevra des antihypertenseurs au long cours et qui, ce jour-là, ça sera la canicule, où il aura eu la gastro-entérite, ce sera un petit peu déshydraté. La conjonction des deux, syncope. Et la syncope, chez le patient âgé, ostéoporotique, un petit peu instable, ça peut avoir des conséquences traumatiques graves. Donc vous pouvez retrouver, on peut imaginer des questions à cheval. Oui? C'est vasovagal, c'est réflexe à, par exemple, un problème de sphincter, une douleur, une canne de toux prolongée, un problème de sphincter, la syncope de la miction nocturne chez les patients âgés avec adénome prostatique. C'est vasovagal, le déclencheur de l'hypertonie parasympathique étant réflexe. Du sinus, ça c'est en haut, c'est dans les causes. Voilà, c'est aussi une cause de syncope, hein, elle est dans la liste. Le jour du concours, vous n'aurez pas une classification, hein. C'est simplement à vous de reconnaître le mécanisme que l'on vous propose dans le cas clinique. Alors, ne pas oublier les conséquences traumatiques de la chute, on les a déjà vues, mais vraiment, le col du fémur, le rachis cervical, le traumatisme crânien, ne pas oublier ou savoir interpréter une recherche d'hypotension orthostatique, et je dirais que le seul examen complémentaire obligatoire dans une syncope, c'est le CG. Si on vous montre le CG dans une syncope, pensez quand même à un trouble du rythme, mais surtout un trouble conductif. Regardez bien la séquence PQRS. Et puis, pardon, j'ai dû le sauter sur l'une des diapos suivantes. Quand je vous ai parlé de la différence entre le coma par rapport à la perte de connaissance brève, il y a un facteur confondant qui peut être, et quand je vous ai parlé aussi de la sortie de crise plus progressive dans l'épilepsie que dans la syncope d'origine cardiaque, il y a un facteur confondant qui est très délicat à gérer dans la vraie vie et qu'un habile concepteur de questions peut vous restituer dans une question d'internat, c'est le traumatisme crânien.
Il peut y avoir la séquence syncope vraie, parce que le malade a fait un BAV paroxystique, ou parce qu'il a fait une salve de TV, ou parce qu'il a fait une syncope d'effort sur un rack chez le patient âgé, et il tombe, il a un traumatisme crânien, et vous avez au décours des signes neurologiques ou des troubles de conscience en rapport avec, non pas le mécanisme initial de la syncope, mais les conséquences traumatiques de la chute. Et n'oubliez pas, bien sûr, le scanner cérébral dès qu'il y a un doute sur une possible chute traumatique avec trauma crânien significatif. Ces cas de figure que j'envisage avec vous sont difficiles, ça serait des questions discriminantes, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Alors, les syndromes coronaires aigus. Ne vous laissez pas, comment dirais-je, perturber par les définitions. L'un des rares intérêts d'avoir de l'ancienneté, c'est qu'on a vu défiler des choses. Je dois en être à ma 5e ou 6e définition, classification des syndromes coronaires aigus. Donc c'est des modes, enfin c'est des modes, c'est des habitudes de classification qui changent essentiellement en fonction des instruments diagnostiques et thérapeutiques qu'on a. Je me suis contenté ici de vous reproduire le schéma de l'abrégé du Collège d'enseignants de cardiologie. En pratique, vous n'avez pas de sus-décalage de ST, c'est à gauche. Vous n'avez pas de troponine, on appelle ça un angor instable, ok, ou rien, finalement, ou rien. Là, dans le schéma qu'on vous a montré ici, il y a un magnifique sous-décalage, mais après tout, en l'absence de tracé de référence, peut-être que le malade, il a cet aspect depuis qu'il est né. Si c'est un patient d'origine africaine, 20% de la population normale africaine a des troubles de repolarisation. Tout ce que vous savez, dans la classification actuelle, il a bobo, l'électro ne montre pas de sus-ST et la troponine est normale. Si c'est coronarien, c'est un angor instable, ça peut ne pas être du tout coronarien. Deuxième cas de figure, il y a une élévation de la troponine, ça s'appelle un syndrome coronaire aigu. Si le segment ST n'est pas sus-décalé, c'est un infarctus sans onde Q, ou comme disent les internes, un SCA ST-, c'est pareil, tout ça c'est synonyme. Si par contre il y a un sus-décalage de ST, ça devient l'infarctus ST+, et l'évolution électrique se fait généralement, parfois si on reperfuse le malade ultra rapidement, on l'évite, vers la constitution d'une onde Q. Donc, je vous dis tout ça, pas tellement pour le cas clinique, parce que c'est rare dans un cas clinique d'internat qu'on vous demande de situer le malade dans une classification. C'est vraiment très scolaire. Et dans ce que j'ai vu passer récemment comme question, enfin vous en avez vu passer plus que moi, c'est heureusement pas trop la mode. C'est simplement lors de vos ultimes révisions, c'est actuellement la terminologie retenue. Il y en a eu d'autres, il y en aura d'autres. La compréhension profonde de l'infarctus, c'est ce que vous avez lu ou vu en cours quand on vous explique le phénomène d'athérothrombose et de rupture de plaque. Alors, pour le syndrome coronaire aigu, donc la définition on l'a vue. Pour les syndromes coronaires aigus ST+, donc l'infarctus transmural, la difficulté peut être dans le choix de la technique de reperfusion. Alors, il y a quand même une certaine cohérence au ST+, même si c'est comme toutes les classifications, elle est critiquable, c'est que ce sont ces patients-là pour lesquels il faut déclencher le chrono, pour lesquels chaque minute compte. C'est ces patients-là qu'on doit reperfuser le plus tôt possible. Chaque minute gagnée, c'est des grammes de myocarde de sauver et c'est des jours d'espérance de vie de gagner. C'est comme ça qu'il faut le voir. Donc si vous êtes dans l'ambiance ST+, il faut que dans vos réponses, le jury sente que vous vibrez pour cette notion d'urgence. Ce n'est pas pour autant qu'il faut faire n'importe quoi, hein, mais si vous avez des doutes diagnostiques, si vous finalement vous êtes sûr à 95% que c'est bien un infarctus, mais pour les 5%, vous aimeriez bien quand même faire tel ou tel examen complémentaire, la petite phrase que je vous dis tout à l'heure, on le demande,
globalement, la troponine, en pratique, on la demande, bien entendu, on la prélève, mais ça fait longtemps que l'artère est débouchée quand le labo nous donne la réponse pour la troponine. Hein, la décision d'un passage en salle de choro, c'est la clinique et l'électro. Et quand on le met d'un bloc de branche gauche ou un pacemaker, parfois c'est que la clinique. Parfois on se plante aussi. Hein. Bon, on va voir sur la plaque suivante état de choc et infarctus. Ça c'est vraiment un sujet difficile et qui serait très discriminant, mais qui a été posé à plusieurs reprises à l'internat. Pour maintenant les ST-, donc tout ce qui n'est pas l'infarctus transmural, il n'y a généralement cette fois-ci pas d'indication à une coronarographie urgente. Alors parfois les étudiants ne comprennent pas très bien, en disant de toute façon dans les deux cas c'est un infarctus, pourquoi si le ST est positif et suspendu, on cavale comme des fous, et quand le ST est pas suspendu, le malade va en USI, qui ne va pas directement en salle de choro. La plupart du temps, on le programme que le lendemain. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que dans la grande majorité des cas, le sus-décalage de ST, ça veut dire qu'il y a une artère et une seule bouchée et fraîchement bouchée. C'est là où il y a le maximum de bénéfices à attendre d'une reperfusion précoce, alors que dans toutes les autres formes électriques, soit l'artère est suboccluse et non pas occluse, soit le malade, c'est notamment le cas chez les patients âgés, est pluritronculaire, a un réseau très anastomotique, et c'est en fait l'ensemble du sous-endocarde qui souffre. Dans ce cas de figure-là, on n'a pas intérêt à faire la choro immédiatement. On a intérêt à préparer le malade, essentiellement par un traitement antithrombotique puissant que vous avez appris, aspirine, Plavix, héparine, anti-2B3A dans certains cas. Je ne reviens pas là-dessus, mais je répondrai à vos questions si vous en avez. À le mettre en bonne condition hémodynamique, à bien régler sa précharge, sa post-charge, à contrôler la douleur, à le rassurer, pour faire la coronaro dans de meilleures conditions et aux heures normales du labo, avec un personnel frais et dispo. Donc c'est ça la logique. Mais bien entendu, s'il y a des signes de gravité, il y a des ST- qui vont devenir des ST+. Bien entendu. Hein, l'artère suboccluse peut s'occlure, peut être sur le point de s'occlure. Alors de temps en temps, il faut savoir photographier le malade qui bascule. Donc il y a des signes de gravité. C'est quoi les signes de gravité? C'est qu'il recommence à souffrir, je parle pour les douleurs intermittentes, malgré le traitement. Il avait une douleur par heure, on l'hospitalise, s'il répond au traitement, il n'aura plus mal. S'il a autant de douleurs après mise en route du traitement, c'est pas bon. Si la troponine continue à monter, c'est pas bon. Si l'électrocardiogramme s'aggrave malgré le traitement, le sous-décalage se creuse, c'est pas bon. S'il se met à crépiter aux bases, à désaturer, c'est pas bon. Si, alors que tout allait bien au début, le scope se charge progressivement en extrasystole ventriculaire ou en salve de TV, c'est pas bon. Donc dans tous ces cas-là, il faut changer son fusil d'épaule, ouvrir la salle de choro et y mettre le patient en urgence. C'est pas évident à comprendre ça. Pour ceux d'entre vous qui sont passés en cardio et qui ont été vigilants pendant leur garde, ce que je dis est totalement inutile. Pour les autres, c'est peut-être pas évident. Et ça, on peut vous le mettre dans un cas clinique. Un malade, en début, on l'hospitalise aux soins intensifs pour un SCA, ST- qu'on va préparer pharmacologiquement et explorer le lendemain. Et puis, à la question d'après, il s'aggrave et il faut changer son fusil d'épaule, il faut aller rapidement en salle de choro. Dans les SCA, ST-, toujours chercher un facteur déclenchant. On ne le trouve pas toujours, c'est pas comme dans l'OAP où on le trouve presque toujours. Il faut le chercher, notamment l'anémie, chez les patients âgés. L'intensité du traitement antiplaquettaire est à moduler en fonction de la gravité, mais en fonction du risque hémorragique. Si vous avez un patient qui est hypertendu, non contrôlé, qui a un AVC récent, ou qui a eu une chirurgie digestive, ou qui a saigné d'un ulcère peu de temps avant, dans le feu de l'action,
vous pouvez vous souvenir de cette contre-indication en début de cas clinique, et 10 minutes plus tard, quand vous arrivez à la 4e question, vous vous laissez emporter et que je te rajoute un anti-2B3A, de l'héparine, pourquoi pas un thrombolytique. Donc attention de rester cohérent dans votre prescription entre le risque thrombotique et le risque hémorragique. Et enfin, il est l'une des raisons pour lesquelles on ne se précipite pas trop pour ces patients ST-, c'est que assez souvent, comme je vous l'ai dit, on tombe sur des lésions pluritronculaires. Il n'est pas toujours évident laquelle revasculariser. Alors, je reviens à un cas clinique qui pourrait être très difficile. Alors, c'est ce que j'utilise en ED, donc j'ai laissé les réponses ouvertes pour que les étudiants puissent les trouver. Mais là, comme vous êtes trop nombreux pour vous interroger, je vais vous les donner. Donc, je me mets dans la situation du patient qui a un infarctus et on vous annonce un état de choc. Dans l'intitulé du cas clinique, il est marbré, il a une petite tension, encore que l'état de choc, il n'y a pas toujours une tension effondrée. Il a des petits troubles de vigilance, il est couvert de sueur parfois, il est froid, il est oligurique, si on a eu le temps et assez de recul pour mesurer sa diurèse, il est acide à la biologie, bref, il est en état de choc. Et il a un infarctus. Vous devez raisonner de la façon suivante. Est-ce qu'il y a un OAP associé à l'état de choc? En tout cas, des signes de surcharge. Il crépite, il est hypoxémique, il a le poumon blanc, il a le BNP-NV, c'est un choc cardiogénique, gauche. Il a le poumon mouillé. Auquel cas, il y a 3 items auxquels il faut penser. Bien sûr, le plus grave, c'est le gros infarctus, donc le choc cardiogénique pur du gros infarctus. Il a un très gros infarctus, il a bouché son tronc commun, il a bouché son IVA proximal. Bon, là, le diagnostic, il est simple. Le traitement l'est un peu moins. C'est ces malades-là qu'il faut bien sûr désocclure en urgence, mais qui auront besoin d'assistance circulatoire, probablement. Deuxième cas de figure, de plus en plus fréquent, il a fait un infarctus qui n'a rien de grand, mais c'est son 5e. Alors bien sûr, avant, ces patients-là mouraient à leur premier infarctus. Maintenant, à chaque fois, on les reperfuse. Donc, ils font des petits infarctus, mais quand ils arrivent à 85 ans, leur 4e peut les précipiter en état de choc. Là, l'attitude n'est pas tout à fait la même. Ce sont des patients pluritronculaires, plus graves. Bon, on peut vous le mettre. 3e cas de figure, les complications mécaniques de l'infarctus. Elles sont rares, mais il y a au moins un cas clinique pas si ancien que ça, à l'époque où il y avait France Nord, France Sud, où il y a eu une communication interventriculaire à la phase aiguë de l'infarctus comme grande question. Ça a été très discriminant. Donc, pensez aux complications mécaniques, dysfonction ischémique de la mitrale, rupture de pilier mitral, communication interventriculaire. Voilà. Et puis, bien entendu, le choc cardiogénique peut être aggravé par des troubles du rythme, auquel cas, il faut les corriger. On revient tout en haut et on prend l'autre embranchement. Le malade a un infarctus, il a un état de choc, mais il n'a pas d'OAP. Les poumons sont secs, ça ne crépite pas, c'est transparent à la radio, le BNP est modérément élevé ou normal, il n'y a pas d'OAP. Alors là, vous avez un sous-embranchement, il y a ou il n'y a pas de signe droit. Alors, signe droit en 2012, ça veut dire les signes droits cliniques que vous connaissez, turgescence jugulaire, reflux hépato-jugulaire. N'attendez pas les œdèmes des membres inférieurs. Hein. Ça, c'est l'insuffisance cardiaque droite chronique. En phase aiguë d'infarctus, si vous dites « Oh là là, il ne me parle pas d'œdème des membres inférieurs, donc il n'y a pas de signe droit », vous avez tout faux. Hein. Les signes droits, c'est l'insuffisance cardiaque chronique debout. Là, c'est l'insuffisance cardiaque aiguë couchée. Donc il n'a aucune chance de faire des œdèmes des membres inférieurs. Par contre, les signes droits en 2012, ça peut être les signes droits échographiques. On vous dit, à l'écho, la pression pulmonaire est élevée, les cavités droites sont élargies. Il y a 3 diagnostics possibles. Je parle toujours en phase aiguë d'infarctus. L'infarctus avec extension au ventricule droit. Ça, c'est très sortable, très très sortable.
parce que c'est une pathologie qui n'est pas rare, et méconnaître le diagnostic, c'est planter le malade. Globalement, un malade diagnostiqué et reperfusé en urgence va avoir un excellentissime pronostic. Un malade dont le diagnostic ne sera pas fait a 25 à 30% de mortalité. Et c'est relativement fréquent. Donc, à mon avis, c'est très sortable. Donc, c'est un patient qui a un infarctus inférieur, qui est bradycarde le plus souvent, qui est en état de choc, qui est marbré, qui ne circule pas, qui est hypotendu, qui a des signes droits, mais qui a les poumons parfaitement secs. Vous y pensez parce que c'est un infarctus inférieur. À l'écho, le ventricule droit est figé, mais avant l'écho, il y a bien sûr V3R, V4R qu'il faut faire. Ça, si on peut vous demander quels examens complémentaires faire. Dans ce cas-là, si on vous a donné, dans le cas clinique, un ECG 12 dérivations, ça sera dans la grille que de faire les 2 dérivations supplémentaires, V3R, V4R. Et donc le diagnostic, il est fait là-dessus. Et bien sûr, le traitement, c'est la coronarographie. Enfin, le traitement, il y a des choses à ne pas faire. Pas faire de dérivés nitrés, bien entendu, ça plante le patient, il désamorce. Pas le ralentir par des bêta-bloquants, idem. Et le reperfuser le plus vite possible. Ensuite, je ne pense pas qu'on en soit à vous demander les catécholamines, l'expansion volémique, là c'est plus controversé. Mais en tout cas, il faut faire le diagnostic. Deuxième cas de figure possible, la tamponnade. Oui? Non, on le tue. Non, même pas le test. Si vous mettez dans la même copie, je pense à un infarctus du VD et je fais une trinitrine, c'est 0. Et si votre correcteur est cardiologue, et si c'est la première question, non seulement c'est 0, mais ça le mettra de mauvaise humeur pour la suite. Donc là, alors là merci d'avoir posé cette question. C'est maintenant qu'il faut les poser. Pas dans quelques semaines. Voilà. Alors, deuxième cas de figure, la tamponnade. Alors, infarctus plus tamponnade, c'est plus rare. C'est la rupture cardiaque. La plupart du temps, c'est des morts subites, mais de temps en temps, elles survivent pour qu'on ait le temps de les réparer chirurgicalement. Donc là, le diagnostic, c'est un infarctus plus une tamponnade, quoi, en pratique. Et bien sûr, c'est l'écho qui fait le diagnostic, et le traitement, il est chirurgical. Troisième cas de figure, il est devenu très rare. Ça serait un peu vicieux de vous le mettre. C'est un infarctus compliqué d'une embolie pulmonaire. Ça peut se voir lorsque le malade a un très mauvais état veineux, et malgré les anticoagulants, l'alitement peut provoquer une embolie pulmonaire, et de temps en temps, c'est un infarctus du VD qui se complique d'embolie pulmonaire. Troisième cas de figure, il n'y a pas d'OAP et il n'y a pas de signe droit. Les poumons sont secs, les jugulaires sont plates, vous appuyez sur le foie, il y a le reflux hépatojugulaire physiologique, et vous regardez à l'écho, la veine cave est fine, les cavités droites sont fines, la PAP est normale. C'est un choc hypovolémique, et c'est fréquent. Si vous voulez une bonne question transversale, un tout petit peu fouillée, qui mélange cardio et réamed, c'est un excellent cas clinique. Alors, il s'agit d'un choc hypovolémique. Comment peut-on faire un choc hypovolémique en phase aiguë d'infarctus? D'abord, ça peut être une hypovolémie absolue, parce que le malade saigne. Il peut saigner parce qu'on l'a thrombolisé. Il peut saigner parce qu'on a des fortes doses d'anticoagulants. Donc le saignement peut être digestif ou rétropéritonéal. Et le saignement digestif peut mettre longtemps à s'extérioriser. Donc vous pouvez avoir un état de choc que vous ne comprenez pas. Je ne comprends pas. Il est en état de choc, il n'y a pas d'OAP, il a les jugulaires plates, et il n'y a pas d'hémoglobine qui déborde par les narines, l'hémoglobine, elle est dans le tube digestif. Donc ça, très attention à ça. L'hypovolémie peut être liée à une déshydratation, c'est un peu plus rare, mais s'il y a des grands syndromes vagaux avec des vomissements importants ou des énormes suées, ça peut faire perdre de l'eau et des électrolytes, ou occasionnellement, le malade a reçu de façon inappropriée des diurétiques alors qu'il n'était pas insuffisant cardiaque. Pensez surtout à l'hémorragie. Là, c'est vraiment un cas de figure fréquent en pratique et auquel que les correcteurs cardiologues auront tous vécu. L'infarctus qui saigne et qui est en état de choc, mais ce n'est pas le cœur, c'est qui saigne.
Donc attention à ça. L'hypovolémie peut être relative, il peut y avoir une vasoplégie pharmacologique. Le malade a reçu trop de vasodilatateurs, trop de dérivés nitrés, il s'est mis 5 bouffées lui-même, puis le SAMU en a rajouté 4-5, et puis l'infirmière en arrivant pour lui souhaiter la bienvenue à l'hôpital lui en a rajouté encore une ou deux, et ça peut suffire à faire un état de choc purement iatrogène. Donc ça, c'est l'excès de dérivés nitrés. Il peut y avoir une réaction allergique à l'un des très nombreux médicaments qu'on lui donne. Vous regardez tout ce que reçoit un infarctus en une demi-heure, c'est impressionnant. Analgésiques, bêta-bloquants, 4 modificateurs de l'hémostase. La probabilité statistique qu'il fasse une allergie est non négligeable. Ça peut être une allergie aux produits de contraste iodés de la coronarographie. Donc, les grosses choses vraiment sortables, c'est l'hémorragie ou l'excès de dérivés nitrés ou le syndrome vagal, bien sûr, des infarctus inférieurs. Les autres pièges sont un peu plus vicieux, mais ça ne mange pas de pain de les connaître. Alors, oui. Alors, on revient à la séméio. C'est une bonne question. Votre collègue, j'ai parlé de reflux hépatojugulaire physiologique. J'ai peut-être pas été assez clair. Et c'est vrai que c'est un point de séméio qui n'est pas toujours bien enseigné. Quelqu'un de normal, vous et moi, tout du moins je l'espère, si on vous appuie sur le foie, vous allez avoir un gonflement de la jugulaire, tout à fait physiologique. D'un seul coup, vous mobilisez 300 centicubes de sang et l'oreillette droite ne va pas l'écluser en une seule diastole. Donc la jugulaire va gonfler. Et alors même que vous maintenez la compression, en une vingtaine de secondes, la jugulaire va dégonfler. Ça, c'est la réponse physiologique. Si la jugulaire reste gonflée, c'est pathologique, c'est un reflux. Voilà. Alors peut-être que, effectivement, mon terme de reflux physiologique est sémantiquement un peu excessif, mais c'est ce que ça voulait dire. Alors, la fibrillation auriculaire, c'est extrêmement à la mode. C'est un sujet qui est actuellement un grand enjeu de santé publique et un énorme enjeu médico-économique avec des budgets colossaux qui sont actuellement... C'est un des rares domaines où en cardiologie où les firmes pharmaceutiques investissent encore beaucoup en recherche. Donc c'est un sujet très à la mode. C'est très concevable, et c'est à votre programme, je l'ai vérifié, c'est très concevable que vous ayez à un moment donné de votre observation un patient en arythmie. Alors, si on vous montre l'électro, le grand critère diagnostique, c'est l'irrégularité des QRS. L'espacement des QRS est complètement anarchique. C'est ça le critère diagnostique. Alors, en principe, ça se voit. Le jour du concours, on ne met pas des tracés discutables, mais parfois, n'hésitez pas, si la reproduction est de bonne qualité, c'est faisable, de prendre votre papier, votre crayon et de vérifier que les intervalles sont irréguliers. L'aspect des ondes P n'a aucune importance. La fibrillation peut être à large maille, à petite maille, il n'y a pas de maille du tout, il n'y a aucune trémulation de la ligne de base, ça n'a aucune importance. Et je pense qu'il serait politiquement correct, si on vous met un tracé de fibrillation, de vous mettre des complexes fins. Mais si le concepteur du cas clinique veut être discriminant, il a parfaitement le droit de vous mettre des complexes larges. Je vous rappelle qu'au-delà de 80 ans, il y a 20-25% de la population qui ont un bloc de branche, qui ont donc des complexes larges à l'état de base. Le jour où ils passent en fibrillation auriculaire, leurs complexes resteront larges. Donc, le diagnostic, si on vous met un tracé reproduit, le diagnostic, ce n'est pas sur tel ou tel aspect de l'activité auriculaire, que généralement vous ne voyez pas, c'est sur le caractère irrégulier des complexes. Et s'ils sont larges, ne faites pas l'erreur de dire c'est large, donc c'est de la TV. C'est large, ça peut être de l'arythmie complète. Dans les critères pour savoir ce qu'il faut faire et pour savoir est-ce qu'il faut avoir une attitude très agressive
au maximum de l'agressivité, c'est le malade tolère très mal sa fibrillation, il est en train de mourir d'OAP déclenché par une fibrillation, je l'intube, je le ventile, je le choque, et tant pis pour le risque embolique. Ça, c'est un des extrêmes. Et l'autre extrême, c'est une fibrillation auriculaire, peinarde, avec une cadence ventriculaire qui est spontanément lente. Je vais me contenter de lui donner une goutte de digitaline, enfin, une goutte, j'exagère, un comprimé d'hémigoxine par jour, et je le reconvoque dans 15 jours. Les deux attitudes sont raisonnables et correspondent au même diagnostic, fibrillation auriculaire. Pour choisir, le principal paramètre, c'est la tolérance clinique. Bien sûr, sur l'électrocardiogramme, plus le rythme moyen est rapide, plus statistiquement la tolérance sera mauvaise, mais c'est une notion très imparfaite. Si l'un d'entre vous, ça peut arriver, on a un gamin de 18 ans en ce moment dans le service, là, qui est arrivé hier, pour une ACFA, il battait à 180 par minute, il était absolument pas en détresse. Mais globalement, la fréquence cardiaque est un indicateur, mais le plus important, c'est la tolérance clinique. Est-ce que la fibrillation auriculaire s'accompagne de l'apparition d'une insuffisance cardiaque aiguë ou pas? Si il y a une insuffisance cardiaque, c'est grave, il faut aller vite. Et deuxièmement, si le malade est coronarien, la fibrillation auriculaire peut déclencher un angor instable. On l'a vu tout à l'heure quand on a fait les SCA, ST-. Là aussi, il faut se dépêcher. La stratégie de prise en charge d'une fibrillation auriculaire n'est pas univoque. Vous pouvez avoir pour ambition de le remettre en rythme sinusal. Vous pouvez avoir pour ambition de vous contenter de contrôler la cadence ventriculaire. Ça va dépendre d'abord où en est le patient dans l'évolution de son arythmie sur la longue durée. Est-ce que c'est le premier épisode? Là, on aura tendance à vouloir le remettre dans l'état dans lequel il était la veille. Ou est-ce que c'est le 10e épisode? Là, on va se dire, bon, ben, ça suffit comme ça, on abandonne. Ça dépend aussi d'autres paramètres que vous connaissez. Mais le but de la prise en charge, dans la question d'internat, si vous l'avez, ce n'est pas forcément de le remettre en rythme sinusal. C'est une option parmi d'autres. Et est-ce qu'il faut faire une réduction immédiate, précédée d'une échographie transœsophagienne pour éliminer le thrombus et pour avoir un retour rapide en rythme sinusal et une hospitalisation brève? Ou est-ce qu'il faut au contraire avoir une stratégie de ralentissement, d'imprégnation par anticoagulant et de différer la cardioversion après 1 mois de traitement anticoagulant bien conduit? Les deux options sont raisonnables l'une et l'autre. Ça dépend beaucoup des habitudes. Donc si vous discutez entre vous et si vous êtes passé dans des services différents, ne soyez pas déstabilisés. Les deux attitudes ont leurs petits avantages, leurs petits inconvénients et sont cohérentes. Le choix du traitement antithrombotique. Là aussi, c'est difficile, ça fait couler énormément d'encre actuellement. Ce que vous avez tous appris, qui est facile à apprendre, c'est l'évaluation du risque d'embolie cérébrale. Vous avez des scores, alors là on est à SHADS 2 VASC, mais je suis sûr que quand vous serez en fin d'internat, ça sera un autre score, et quand il va changer plein de fois, peu importe. C'est la pondération de facteurs de risque qu'on connaît depuis 50 ans, et au fur et à mesure que les populations se modifient, que l'âge moyen de la fibrillation auriculaire augmente parce que la population vieillit et ainsi de suite, le poids de ces facteurs varie. Vous apprenez le score du moment, c'est pas très facile, c'est pas très difficile comme effort de mémoire, et vous avez le risque. Mais ça ne vous donne pas automatiquement l'attitude à prendre. N'oubliez pas que décider un traitement anticoagulant au long cours, c'est une décision lourde et que ça dépend de la balance bénéfice-risque. Et le risque hémorragique, on peut, dans le cas clinique, vous tendre des pièges. Si votre patient a des troubles cognitifs, s'il a des troubles de l'équilibration, de la démarche et s'il se casse souvent la figure,
s'il a des antécédents, s'il a une maladie hémorragique digestive, par exemple, même s'il a un score de Schatz, de VASC à la mode du moment élevé, il peut être raisonnable dans la réponse de discuter les anticoagulants. Selon la façon dont la réponse est formulée, on vous contraint ou on ne vous contraint pas à une attitude, mais en tout cas, il faut l'argumenter et il faut faire comprendre au correcteur que vous êtes conscient du problème de la balance bénéfice-risque. Attention aux nouveautés. Il y a une vraie fausse nouveauté qui est la dronédarone, le Multaq. Alors, selon le moment d'impression de vos questions d'internat, si ces questions étaient imprimées il y a un an et demi, il se peut qu'il y ait une place énorme pour la dronédarone. La dronédarone est une molécule chimiquement assez voisine de la cordarone, sans iode. Et il a été proposé, avec des arguments qui n'étaient pas idiots d'ailleurs, comme ayant globalement tous les avantages de la cordarone sans les inconvénients, parce qu'il n'y avait pas d'iode dedans. En fait, et à un moment, il n'a été sur le marché, tout du moins en prescription relativement ouverte, que pendant un petit nombre de mois, mais il y a eu un gros tir de préparation au marketing par le laboratoire, très compréhensible d'ailleurs, parce qu'il s'est planté pour des problèmes hépatiques qui étaient peu prévisibles, et la communauté cardiologique était très avide de ce médicament. Alors, si vous tombez sur des questions qui ont été imprimées pendant ces quelques mois de lune de miel, sachez que malheureusement c'est fini. Le médicament n'est pas retiré du commerce, mais il est déremboursé et il a presque plus d'indications. D'abord, il était moins efficace que ce qu'on espérait, et surtout, il a une toxicité hépatique qui rend indispensable un contrôle mensuel des transaminases. Donc en pratique, il est mort. Le dabigatran, lui, n'est pas mort du tout. C'est un antithrombotique qui est un antagoniste direct de la thrombine et qui ne nécessite pas, alors quand je dis nécessite pas, c'est qu'on n'en a pas pour l'instant, de contrôle biologique. Il a son AMM dans la fibrillation auriculaire, il est autorisé, avec des doses modulables en fonction de l'âge et de la fonction rénale. Donc vous avez 3 doses possibles, 150 x 2, 110 x 2 ou 75 x 2 chez les patients de plus de 80 ans ou à clearance de la créatinine modérément abaissée. Quand elle est très abaissée, c'est contre-indiqué. Dans l'état actuel des choses, pour la plupart des équipes, c'est un très bon deuxième choix chez les malades qui sont de mauvais répondeurs aux AVK, notamment ceux dont l'INR est instable, ou ceux qui ne sont pas piquables pour surveiller l'INR, ce genre de choses. Ce n'est pas un médicament de première intention. Donc, si vous mettez une phrase genre on le met au dabigatran parce que les AVK c'est complètement ringard, je vous déconseille. C'est absolument pas l'état d'esprit du moment. Peut-être que dans 4-5 ans, quand on aura accumulé quelques centaines de milliers d'années patients de traitement, on vous dira autre chose, mais pas pour l'instant. Probablement, d'ailleurs, ça ne sera pas le médicament miracle. C'est probablement un petit copain qui est actuellement pas encore commercialisé qui va emporter le marché. Oui ? Alors non, bien entendu. Je ne vous ai pas fait tout le panorama des étiologies des ACFA. Si la fibrillation auriculaire était liée à un phénomène transitoire, comme une péricardite aiguë, comme une hyperthyroïdie, comme les suites d'une chirurgie cardiaque à cœur ouvert, ce genre de choses, bien sûr, on n'anticoagule pas à vie. On anticoagule jusqu'à ce que la cause soit contrôlée, guérie et archi-guérie, et après on arrête, bien entendu. Non, tout dépend de la cause. Si c'était un nodule toxique thyroïdien qui a été retiré, le malade il est guéri. On peut attendre quelques semaines après le retour à l'euthyroïdie, mais il est guéri. Donc il a a priori pas plus de risque qu'un autre de récidiver.
Excusez-moi, je n'ai pas bien entendu votre question. C'est rare, c'est plutôt le contraire. L'infarctus du myocarde, pour qu'un infarctus du myocarde ait comme facteur déclenchant une ACFA, il faudrait que l'ACFA ait provoqué une thrombose de l'oreillette gauche avec une migration du thrombus dans une coronaire. C'est possible, ça, on l'a déjà vu, mais c'est vraiment très très rare. C'est plutôt le contraire. C'est l'infarctus qui va provoquer une ACFA, soit par ischémie de l'oreillette, soit par dilatation de l'oreillette. Là, je pense, on a presque fini. Ce que je vous propose, c'est... là, on a encore 35 minutes. Donc, je finis cette plaque et l'insuffisance cardiaque. Et après, il nous restera, je pense, une vingtaine de minutes de questions. Je préfère qu'on fasse ça plutôt que de ne pas avoir le temps de finir sur les grands items. Endocardite. Tout ce que je vous dirais, c'est qu'on a surestimé les dents comme porte d'entrée et les indications de l'antibioprophylaxie. Alors les questions modernes, et notamment l'abrégé du Collège des enseignants, fait parfaitement le point sur la question. Si vous avez des questions plus anciennes, où on vous en met des tartines sur le dentiste, sur les antibiotiques à toute occasion, chez le malade porteur d'une valvulopathie, beaucoup de bémols. On a moins d'indications d'antibioprophylaxie, et les portes d'entrée sont moins souvent dentaires que ce qu'on pensait. Et attention, dans un cas clinique, n'investissez pas trop sur le diagnostic d'endocardite. N'ayez pas le réflexe de dire « Oh là là, fièvre égale ETO » pour rechercher une endocardite comme porte d'entrée. Pour qu'il soit vraisemblable que la fièvre prolongée, et quand je dis prolongée, c'est vraiment prolongée, ce n'est pas 3 jours de fièvre, soit liée à une endocardite, et qu'il faille donc faire une ETO. Une ETO, ce n'est pas invasif, mais c'est quand même désagréable, et il y a quand même quelques complications de l'ETO. Chez le bronchopathe chronique, chez le malade qui fait des fausses routes, et puis une fois tous les 10 000 ETO, on perfore un œsophage. C'est devenu très rare, mais ça existe. Donc c'est pas un et puis c'est très consommateur de temps médical spécialisé. Donc n'ayez pas l'ETO trop facile, ça peut énerver. Si c'est une question de médecine interne et si un cardiologue comme correcteur, et c'est très fréquent, si au bout de 3 jours ou 3-4 jours de fièvre sans point d'appel, vous demandez une ETO, ça va énerver. Donc, il faut qu'il y ait un signe d'orientation, un antécédent de cardiopathie osclérisable, un souffle, en sachant que la simple anémie liée au syndrome inflammatoire peut donner un souffle, ou une insuffisance cardiaque. Donc, ne surboostez pas le diagnostic d'endocardite. Pour les valvulopathies, ce qui n'est pas toujours compris quand on corrige des copies, c'est la maladie annulo-ectasiante. C'est devenu la principale cause d'insuffisance aortique. Ça veut dire que la structure qui est malade, c'est l'aorte, pas la valve. C'est un anévrisme de l'aorte thoracique ascendante, et au fur et à mesure que les 2 berges de l'aorte s'écartent l'une de l'autre à cause de l'anévrisme, les feuillets, les 3 sigmoïdes aortiques s'écartent, et la valve se met à fuir. Les indications opératoires vont donc pouvoir dépendre des symptômes. Si l'insuffisance aortique est symptomatique, si elle entraîne de l'insuffisance cardiaque, il faut bien sûr l'opérer. Ça peut dépendre de l'altération du ventricule gauche. Si la surcharge volémique du ventricule gauche entraîne une dilatation importante de la cavité, une diminution de la fonction systolique, la fraction d'éjection baisse. Il y a des critères quantitatifs, alors je ne sais pas si vous les apprenez ou pas, ça c'est vos conférenciers qui vous l'ont dit, mais c'est une étiologie, c'est une indication opératoire. Mais l'indication opératoire peut venir de l'aorte elle-même, au-delà d'un certain diamètre, même si la fuite est petite, c'est le risque de rupture d'anévrisme qui commence à devenir important, et ça peut aussi être une indication opératoire. Donc attention, la principale étiologie des insuffisances aortiques, ce n'est pas la seule, il y en a plein d'autres, mais la principale étiologie, c'est la maladie annulo-ectasiante, et c'est une maladie d'abord de l'aorte, puis de la valve, puis du ventricule gauche. Dans le rétrécissement aortique, 2 notions pour ne pas vous planter.
l'essentiel des indications opératoires, ce sont les symptômes. Il est rare que l'on opère un rétrécissement aortique simplement sur des paramètres échographiques. Je ne dis pas qu'on ne le fait pas, mais c'est rare. C'est une maladie du sujet âgé, le risque opératoire est donc jamais nul, et on trouve un souffle cardiaque chez un patient âgé qu'on examine régulièrement, on fait une écho, c'est un RAC. Occasionnellement, si les échos s'aggravent à toute vitesse d'une consultation à l'autre, on peut être amené à discuter une chirurgie sans symptômes. Mais c'est franchement rare. Dans un cas clinique, ce qui est important pour vous, c'est de regarder est-ce que le malade a syncopé, c'est une indication opératoire, syncope d'effort. Est-ce qu'il a une dyspnée d'effort d'origine cardiaque, c'est une indication opératoire. Est-ce qu'il a fait un OAP consécutif au RAC, c'est une indication opératoire formelle et pressante. Et plus accessoirement, est-ce qu'il y a de l'angor coronaire saine, c'est une indication opératoire un peu moins pressante. Donc, n'oubliez pas les symptômes. Vous avez appris des paramètres de surface valvulaire, de gradient, etc. Très bien. Ça sera peut-être dans la grille, ça sera même sûrement dans la grille, mais le socle de l'observation, ça sera presque à coup sûr des symptômes. Hein? Les prothèses percutanées, on en parle beaucoup maintenant. Et on peut en parler d'ailleurs de façon avec beaucoup de fierté, parce que c'est une invention française. C'est une belle invention française d'avoir imaginé un système de prothèse aortique suffisamment repliable, suffisamment malléable pour pouvoir être inséré dans un cathéter. Mais actuellement, ça reste réservé aux contre-indications de la chirurgie. Donc, si on vous présente un rétrécissement aortique, je ne suis pas en train de dire que vous n'avez pas le droit de parler des prothèses percutanées, mais il faut toujours bien que ce soit évident pour le correcteur que vous l'envisagez dans ce cas clinique parce que la chirurgie est contre-indiquée, parce qu'il y a une BPCO, parce qu'il y a une obésité morbide ou ce genre de choses. Pour l'insuffisance mitrale, c'est vraiment là la pathologie où c'est l'échographie transœsophagien qui va décider de la stratégie opératoire. Alors bon, je doute quand même qu'on aille jusque-là dans une question d'internat, mais c'est vraiment, dès qu'on parle d'insuffisance mitrale, échographie transœsophagienne pour quantifier la fuite et surtout pour décider de la stratégie opératoire. Est-ce qu'on peut réparer la valve ou est-ce qu'il faut la changer? Et s'il faut la changer, on peut être peu enthousiaste pour la chirurgie et préférer attendre. Voilà. Alors peut-être que pour l'IM, c'est un peu spécialisé et que c'est pas tombable. Bon, je préfère pêcher quand même un peu par excès que par défaut. L'insuffisance cardiaque chronique. Dernier paragraphe. Bien sûr, le traitement de choix est le traitement étiologique. Le traitement de la valvulopathie, le traitement de la maladie coronaire. Pour la maladie coronaire, vous savez bien, mais révisez-le, là aussi c'est très bien validé maintenant et c'est très sortable, qu'un coronarien chronique à mauvaise fonction gauche, la revascularisation ou non dépend bien sûr de l'anatomie coronaire, mais également de la viabilité du myocarde. Ça ne sert à rien d'aller dilater ou ponter un myocarde mort. Et vous avez toutes les techniques disponibles, isotope, IRM, tomographie à émission de positons, échographie de stress, peu importe, elles ont toutes leurs avantages, leurs inconvénients. Et je ne pense pas qu'on vous demandera de faire des choix, ça c'est pas du tout de votre niveau, mais de savoir que la réversibilité ou non d'une dysfonction ventriculaire gauche chez l'insuffisant cardiaque chronique coronarien dépend de la viabilité. Le traitement est bien sûr médicamenteux. Alors, les médicaments, on les voit sur la plaque suivante, mais il y a des points faciles à ramasser en recherchant un facteur aggravant, bien entendu. Passage en arythmie, anémie, j'hésite pas à me répéter, mais c'est des trucs tout bêtes qui ramassent plein de points dans la grille. Hein, premier réflexe, un insuffisant cardiaque qui s'aggrave à 80 ans, on regarde l'ANUM. On regarde le BNP, bien sûr, mais à la limite, on peut vivre sans BNP, on peut plus difficilement vivre
sans numération pour gérer un insuffisant cardiaque. Le traitement non médicamenteux est très important. L'insuffisance cardiaque, le traitement de l'insuffisance cardiaque, c'est compliqué. Il y a besoin d'éduquer le malade. Ça sera dans la grille. Il y a d'énormes efforts qui sont faits actuellement, d'éducation par les infirmières, etc. Il faut un régime hypossédé. 6 grammes, ce n'est pas très strict comme régime, parce que ce sont souvent des patients âgés, il faut qu'ils gardent leur appétit. Il faut qu'ils ne se dénutrissent pas. Donc, mettez pas de régime sans sel strict. 6 grammes de sodium, c'est ce qu'il faut. Il faut que ces patients continuent à avoir une activité physique, sinon ils se déconditionnent et ils meurent. Il faut qu'ils mangent, donc pas de régime draconien. C'est trop tard qu'on ait insuffisant cardiaque pour manger crétois sans sel. Et il ne faut pas oublier de les vacciner contre la grippe. Ça sera dans la grille. La moitié des malades qui meurent de grippe chaque hiver sont des insuffisants cardiaques qui n'ont pas été vaccinés. Il y a les médicaments à éviter, bien entendu. Donc, les antiarythmiques de classe 1, certains psychotropes, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, on peut vous le demander, ou on peut vous les mettre dans les facteurs aggravants. Voilà, le patient a une sciatique, on l'a mis sous forte dose d'AINS. Et quelques semaines plus tard, ou quelques jours plus tard même, il aggrave son insuffisance cardiaque. Les indications de la resynchronisation sont assez larges, du défibrillateur aussi, je ne sais pas si on peut vous le demander. Quant à la greffe cardiaque, ça reste une thérapeutique d'exception. Bien sûr, il faut la discuter, mais je vous rappelle que la greffe cardiaque en France, ça doit être 500, 600 patients par an. Peut-être que je me trompe d'une centaine ou deux, mais c'est un ordre de grandeur. Et que la médiane de survie après une transplantation, c'est 9 ans. Donc c'est bien, mais c'est pas... c'est pas ça qui bouleverse le pronostic de l'insuffisance cardiaque. Le traitement médicamenteux, bien maintenant, il doit comporter un IEC et ou un ARA2. Il n'est pas obligatoire, mais il y a des arguments pour donner les deux. Les diurétiques ne sont à donner que si le malade pisse chaque jour moins de sel qu'il n'en ingurgite. Ce n'est pas obligatoire. Bien sûr, les insuffisants cardiaques sévères en ont tous, mais la tendance actuelle est d'économiser les diurétiques, de donner la dose qu'il faut pour que le bilan du sodium soit nul. On ne crée plus de déplétion. Ça a trop de complications iatrogènes. Donc, on joue la dose maxima tolérée pour les IEC et les ARA2, on joue la dose minimale efficace pour les diurétiques classiques, en pratique pour le Lasix, pour le furosémide. Les anti-aldostérone sont un plus qui améliore un peu le pronostic, mais attention, alors vous pouvez mettre soit de l'aldactone classique, de la spironolactone, soit le plus moderne qui n'a pas d'effet hormonal, et chez les patients encore jeunes, c'est quand même sympa de ne pas avoir de gynécomastie, donc donner de l'Inspra. Mais attention, anti-aldostérone plus IEC égale risque d'hyperkaliémie. Donc c'est indiqué, mais sous couvert d'une surveillance très soigneuse de la kaliémie et de la créatinémie. Il faut que ça transparaisse dans votre copie. Vous devez mettre tout ce que je viens de dire, c'est un plus, ça sera dans la grille que de mettre un anti-aldostérone, mais ça sera dans la grille assortie de la notion attention à la fonction rénale et au potassium. Il faut que le jury comprenne que vous êtes au courant du problème. Dans la vraie vie, les bénéfices des anti-aldostérone sont nettement moindres qu'en essai thérapeutique. Tout simplement parce que dans la vraie vie, la kaliémie est moins bien monitorée et il y a plus d'accidents iatrogènes. Les bêta-bloquants, bien sûr, font partie intégrante du traitement, là aussi, à la dose maximale du Vidal. En pratique, à la dose de 10 mg pour le bisoprolol, pour le cardanciel, ou à la dose de 50 mg pour le carvedilol, pour le Credex, qui sont les deux principales molécules utilisées. Maintenant, tous les bêta-bloquants sont efficaces, mais c'est vrai que pour des histoires d'AMM, on a plus l'habitude de certains que d'autres. Donc là, vous avez les 4 molécules, bêta-bloquants pour tout le monde, IEC pour tout le monde, diurétique
de lance, enfin diurétique type furosémide classique, souvent mais pas toujours, et à la dose minimale efficace. Et anti-aldostérone, c'est un plus, mais à manier avec précaution. S'il y a une arythmie, on rajoute des digitaliques pour contrôler la cadence ventriculaire. Et, bien entendu, s'il y a une arythmie, il y a une indication aux anticoagulants. Je vais vérifier que c'est la dernière plaque. Je crois que c'est la dernière. Non, surveillance, pardon. La surveillance est clinique. Alors attention, c'est très bien de parler de BNP ou de dosage de catécholamine, mais si vous oubliez de demander au patient de se peser, si vous ne l'interrogez pas, si vous ne l'examinez pas, si vous ne vérifiez pas sa tolérance à l'effort, ça fait désordre. Donc, si on vous parle de la surveillance d'insuffisance cardiaque, dans la grille, il y aura des trucs tout cons, et si la grille est bien faite, le poids comptera autant que le BNP. À la limite, on vit mieux sans BNP que sans balance pour suivre un insuffisant cardiaque. Donc là aussi, c'est des points faciles à gagner et donc faciles à perdre. Et là, j'ai fini. Donc, je vais... Et on a 19 minutes de questions si vous voulez. Alors attention pour les questions, ne me poussez pas trop loin. J'essaye de pratiquer une cardiologie correcte, mais je ne suis pas à l'affût des dernières recommandations des dernières sociétés savantes. Ça, c'est le boulot spécifique de vos conférenciers et du bouquin que je vous ai dit. Je vous écoute. Oui, dans la mesure du possible, oui. Alors, on va privilégier... Enfin, si nécessaire, oui, plus exactement. J'ai mal répondu à votre question. Ce n'est pas dans la mesure du possible, c'est si nécessaire. On le met au bêta-bloquant. Si sous bêta-bloquant, à la dose maximale, soit la dose maximale du Vidal, 10 mg pour le bisoprolol, soit la dose maximale qu'il tolère, sa cadence ventriculaire reste excessive, vous pouvez rajouter des petites doses de digitalique. Si les bêta-bloquants suffisent à avoir la cadence ventriculaire que vous souhaitez, vous n'avez pas d'indication à un traitement digitalique en plus. Oui, au premier rang. C'est quoi la contre-indication de la trinitrine? Alors, il y a l'absence d'indication et la contre-indication. Les indications de la trinitrine, ce sont les douleurs d'angor. Alors, quand un malade coronarien débute une douleur, il ne sait pas si ça va être un angor ou un infarctus. Donc la consigne, c'est vous avez une douleur dans la poitrine constrictive qui vous rappelle la douleur qui a inauguré votre maladie. Vous vous asseyez, vous croquez une trinitrine, vous vous laissez 1 ou 2 minutes, vous laissez les petits morceaux fondre. Si ça n'a pas disparu, vous en croquez une deuxième. Et puis ça n'a toujours pas disparu, vous appelez le SAMU. Et si ça a disparu, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, ce brave malade? Qu'il consulte, parce que ce n'est pas, entre guillemets, normal qu'un coronarien souffre. Ça, c'est la première indication. L'indication de la trinitrine. La deuxième indication, qui n'a rien à voir, mais c'est fondamental, c'est l'OAP. Hein? Ça, c'est le traitement immédiat de l'OAP. Alors, la plupart du temps, c'est le médecin qui le donne, mais chez l'insuffisance cardiaque chronique sévère, ils reconnaissent les symptômes prémonitoires et ils peuvent, s'ils sont bien éduqués, se faire un petit peu de trinitrine. Là où il n'y a pas d'indication, c'est la phase aiguë d'infarctus non compliquée d'OAP. Je m'entends. Vous êtes médecin du SAMU et on peut vous mettre dans une situation clinique. C'est une question difficile hein, parce que en pratique, pas toujours fait. Vous êtes le médecin du SAMU, ou dans une situation clinique où vous venez voir un patient qui souffre depuis 2 heures, vous faites l'électrocardiogramme, vous avez un ST+, et vous auscultez le patient, il n'a pas de crépitant, il n'est pas en OAP, il n'y a pas d'indication à la trinitrine. Ça ne va rien faire sur l'artère coronaire bouchée. Elle est bouchée par un caillot. Tant que vous n'aurez pas mis soit un thrombolytique, soit encore mieux un ballon d'angioplastie, l'artère, elle restera bouchée. Toute la trinitrine du monde n'y fera rien. Là où c'est carrément contre-indiqué et dangereux, c'est dans l'infarctus inférieur. Parce que s'il se complique d'une extension droite, sur un ventricule droit qui ne se laisse plus distendre,
en donnant de la trénitrine, vous allez couper le retour veineux, le malade peut désamorcer et mourir. Voilà. Alors, je vous ai parlé de comprimés. Il y a eu un grand marketing pour les sprays. La plupart des malades ont des sprays, c'est plus à la mode, c'est plus branché. Ça expose plus au risque de surdosage. Et je vous renvoie à la question syncope. Comme étiologie de syncope d'origine périphérique, l'utilisation intempestive en position debout de dérivés nitrés arrive en bonne place. Oui. Dans le cas de quelqu'un qui va pas savoir n'arrive pas et qui a un OAP, est-ce que le critère de la réduction en urgence, c'est le choc? Oui. Ou c'est quelqu'un qui a un OAP, on va dire. Enfin, je comprends votre question. Chaque fois que dans le service, je fais le cours sur OAP, il y a toujours un externe pour me poser la question, et c'est une bonne question. Votre collègue, globalement, la question, c'est quand, dans l'OAP, doit-on faire un choc en urgence, c'est-à-dire en méprisant le risque d'embolie de régularisation? C'est bien ça votre question. Alors d'abord, le risque d'embolie de régularisation, c'est 2-3%. C'est un risque qui n'est pas négligeable. Hein. Une hémiplégie, c'est une catastrophe. Mais d'un autre côté, 98% des fibrillations qu'on réduit en urgence ne font pas d'hémiplégie, ni d'embolie rénale. En pratique, c'est de la médecine. Quand le patient est dans une situation hémodynamique qui menace son pronostic vital dans les heures qui viennent, eh ben, il faut hiérarchiser les risques. Il faut, selon la culture, si on est cardiologue, on va avoir tendance à mettre de l'oxygène au masque à fort débit et à faire le choc électrique avec l'aide du collègue anesthésiste, en faisant le pari qu'une fois le rythme sinusal rétabli, l'OAP va guérir en une demi-heure. Et nos collègues réanimateurs, qui ont une culture différente, mais je ne dis pas qu'on a raison ou qu'eux ont raison, eux vont plutôt faire le contraire, vont peut-être d'abord intuber le malade, le ventiler, le mettre tout rose, tout beau, et ensuite faire le choc électrique. Chacune de ces attitudes a avantages et inconvénients, mais dans les deux cas, on a jugé que les conséquences hémodynamiques catastrophiques de la fibrillation auriculaire étaient plus graves que les 3% de risque, 2-3% de risque d'embolie de régularisation. Mademoiselle en rouge. Oh, bon, on peut mettre l'HPM tout de suite, ce n'est pas un problème. Hein. Alors, dans ce cas-là, là aussi, si vous voulez faire intelligent et pas avoir d'angoisse jusqu'au jour des résultats, mettez dans votre copie, bien qu'on ne puisse s'affranchir du risque d'embolie de régularisation, compte tenu de la gravité immédiate, on décide de régulariser. Le jury, en 1/8 de seconde, quand on est à la 200e copie, c'est automatique. C'est bon, il a compris l'étudiant, il a le maximum de points. On ne lit même pas la fin de la phrase. On a compris ce que vous vouliez dire. Vous avez pigé le problème, vous avez les points. Autre question? Oui, là-bas, tout au fond. Alors, la question posée par votre collègue, jusqu'à quel point peut-on faire des épreuves d'effort chez quelqu'un qui a un rétrécissement aortique? Alors, chez l'enfant, chez le jeune, c'est un élément fondamental de l'indication opératoire. Mais ce n'est pas très fréquent. Dans le rétrécissement aortique du sujet âgé, je dirais que la pratique des tests d'effort est relativement limitée. S'il y a de l'angor associé au RAC, on ne sait jamais si l'angor est lié à une maladie coronaire autonome ou s'il est lié au rétrécissement aortique lui-même par le biais de l'hypertrophie ventriculaire gauche. L'épreuve d'effort peut répondre à la question, mais en toute sincérité, c'est un malade pour lequel on se pose le problème d'une indication chirurgicale. De toute façon, on ne peut pas l'opérer à cœur ouvert sans avoir fait de coronarographie, et on aura tendance à faire assez facilement la coronarographie. Dans les cas limites, le patient de la cinquantaine qui a une anomalie congénitale qui s'appelle la bicuspidie, donc il va faire un rétrécissement aortique avec 20 ans d'avance sur le reste de la population, donc non pas aux alentours de 70, mais aux alentours de 50. Là, donc il est intermédiaire entre le RAC de l'enfant et le RAC du sujet âgé. Là, dans certains cas, pour aider au choix
du moment de l'intervention, l'épreuve d'effort, s'il y a un sous-décalage, peut pousser à aller voir ce qui se passe. Et si l'épreuve d'effort est négative, on lui fiche la paix jusqu'à l'année suivante où on recommence l'écho de surveillance. Donc, c'est des indications qui sont fondamentales chez l'enfant l'enfant, qui sont rares chez le patient âgé et qui peuvent se voir entre les deux âges. Oui. Bien sûr. Alors, on prend comme date de début le début de la douleur prolongée. Alors, ce n'est pas toujours facile, parce qu'environ une fois sur deux, dans un infarctus ST+, il y a eu, dans la moitié des cas, 1, 2, 3 douleurs d'angor qui ont duré quelques minutes, parfois 10-20 minutes, avant la grande douleur. Et une fois sur deux, c'est un début vraiment brutal. Dès qu'il y a une ambiguïté, on n'est pas trop sûr des débuts de la douleur, on ne sait pas si l'infarctus, il a démarré à 10 heures ou il a démarré à 8 heures. À partir du moment où on se pose un doute légitime, au bénéfice du myocarde, on prend le scénario le plus optimiste. Ce qui amène de temps en temps à se planter. De temps en temps, on rouvre une artère, et puis on est très penaud parce que l'artère est très bien ouverte, et puis le surlendemain, quand on fait l'écho, le ventricule n'a pas récupéré. Alors là, on discute avec la famille, et parfois, oui, en fait, il souffrait depuis hier, il n'a pas osé appeler, et puis il a eu honte de ne pas avoir appelé. Et ça arrive, c'est humain. Bon, mais ce n'est pas évident. Maintenant, le choix entre thrombolyse et angioplastie, alors, ça varie au gré des recommandations. Je dirais que s'il faut 1 heure de temps de roulage, je parle du temps de roulage, hein, ce qui est important pour le choix, il y a des temps incompressibles. Sortir le malade de chez lui, le descendre dans la cage d'escalier, le mettre dans le camion du SAMU, qu'on fasse thrombolyse ou angioplastie, c'est pareil. À l'autre bout, sortir le malade de l'ambulance, le mettre sur la table de choro, c'est pareil. Si le temps de roulage de l'ambulance est à moins de 60 minutes, il y a une indication impérative à l'angioplastie et pas à la thrombolyse. Si le temps de roulage de l'ambulance est de plus de 120 minutes, il y a une indication, sauf contre-indication, à faire un traitement thrombolytique plutôt qu'une angioplastie. Après, on fait l'angioplastie. Entre les deux, entre 60 et 120 minutes, ça varie selon les recommandations. Je crois qu'actuellement, on est plutôt à 90 minutes, mais ça peut changer selon les modes. Un bon concepteur de questions d'internat ne vous mettra pas un temps de roulage supérieur à 1 heure ou entre 1 heure et 2 heures. Il se débrouillera pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Le délai avec les symptômes, c'est... alors, le délai des recommandations, c'est maintenant 12 heures. Les recommandations ont été réactualisées. Ce n'est pas tellement parce qu'on est plus efficace maintenant qu'il y a 10 ans. C'est qu'on est moins iatrogène. Donc, le risque de l'angioplastie primaire a beaucoup baissé avec les nouveaux matériaux, avec le nouvel accompagnement pharmacologique. Donc, le risque iatrogène ayant baissé, il est logique que les sociétés savantes demandent qu'on prenne ce risque, même pour un bénéfice plus faible. Mais c'est vrai qu'on a un bénéfice spectaculaire dans les 2 premières heures, on peut quasiment éviter l'infarctus, on a un gros bénéfice entre 2 et 6 heures, et entre 6 et 12, il n'y a plus grand-chose quand même. Hein. Oui, 7 minutes encore, je vous écoute. Ah non, je me suis mal exprimé. Il y a d'une part, jusqu'à quel délai est-il légitime de revasculariser un infarctus? La première question, c'est est-ce que je reperfuse en urgence? Oui, non. 12 heures. 12 heures par rapport à la dernière, au début de la douleur continue. En sachant que l'essentiel du bénéfice, c'est le bénéfice maximal, c'est les 2 premières heures, gros bénéfice, les 6 premières heures, petit bénéfice entre 6 et 12 heures. Ça, c'est la question
première, est-ce que je reperfuse ou pas? Une fois qu'on a pris cette décision, c'est qu'est-ce que je choisis? Thrombolyse ou angioplastie? L'élément discriminant va être des contre-indications, bien sûr. S'il y a une contre-indication à la thrombolyse parce que le malade a 22 de tension ou parce qu'il a fait un AVC il y a 2 mois, bien entendu, on ne peut pas thromboliser. Mais s'il n'y a pas de contre-indication, si les deux stratégies n'ont pas de contre-indication, ni l'une ni l'autre, c'est le délai de roulage, le roulage, ce n'est pas un bon terme, mais le temps de transport de l'ambulance. Hein? Donc il faut savoir abstraire les délais incompressibles. Il y a environ un quart d'heure pour amener le malade de son lit jusque dans le camion du SAMU, et ensuite 10 minutes pour sortir le malade du camion du SAMU et qu'il ait l'aiguille dans la fémorale. Si ce délai est de moins de 90 minutes, je coupe la poire en deux, il faut opter pour l'angioplastie primaire. Si ce délai est de plus de 90 minutes, on fait la thrombolyse et ensuite on contrôle par coronarographie si la thrombolyse a marché ou pas. Tout au fond, alors la place de l'ETT dans la syncope. Le seul examen, je me répète, qui soit obligatoire, c'est l'électrocardiogramme. On a l'ETT facile, mais on ne la fait pas à tout le monde. S'il y a un souffle, bien entendu, l'ETT est absolument indispensable. S'il y a un argument pour penser à une cardiopathie ischémique, mais qui n'est pas une cause très fréquente de syncope, hein, qui est indirectement une cause de syncope par le biais d'un trouble de rythme ventriculaire, on peut bien sûr regarder la cinétique segmentaire à l'écho. Ce n'est pas parce que l'écho est un examen facile, peu coûteux et pas dangereux qu'il faut le faire à tout le monde. Dans une question, s'il n'y a aucune indication à l'ETT, si vous la mettez, ce n'est pas catastrophique, mais ça peut être pénalisant. Oui. Alors, c'est une bonne question. La sécurité de dire oui. Quelques heures d'anticoagulant, même un gamin de 18 ans qui a un cœur normal à l'écho, ça ne mange pas de pain. Maintenant, les puristes pourront vous dire que si vous avez l'exemple le plus typique, c'est l'ACFA du week-end, donc l'ACFA lié à une intoxication éthylique aiguë, risque embolique extrêmement faible. Chez un adolescent, on peut argumenter qu'on ne l'anticoagule pas du tout. Là aussi, ça m'étonnerait qu'au niveau de l'internat, on vous demande de ne pas donner d'anticoagulant du tout à une fibrillation auriculaire. Si d'aventure vous avez l'impression que c'est ce qu'on veut vous faire dire, faites bien comprendre au jury que vous savez très bien que le traitement habituel, c'est les anticoagulants, mais que là, parce qu'il y a une intoxication éthylique aiguë, que c'est un gamin de 18 ans et que l'écho est normal, vous décidez de ne pas l'anticoaguler. La question se pose souvent pour l'anticoagulation après la sortie de l'hôpital. Mais le malade est en ACFA à l'hôpital, je peux vous dire que 99% des urgentistes mettront de l'héparine dès son arrivée s'il n'y a pas de contre-indication, quitte à l'arrêter, quitte à ne pas faire la deuxième injection 12 heures plus tard. Deux dernières petites, et après je pense que l'amphi doit être pris. Alors, les contre-indications à l'aspirine sont très rares. Il y a environ 0,5% des malades qui ont une allergie documentée à l'aspirine. Quand je dis allergie, c'est allergie, c'est-à-dire antécédent de choc anaphylactique ou d'œdème de Quincke. Ben là, on n'en met pas. On va ensuite pouvoir induire une tolérance à l'aspirine, mais ce n'est pas tout de suite. Donc là, on n'en met pas. Et les contre-indications vraies au clopidogrel, il n'y en a pas tellement. Il faudrait que le malade ait fait, par exemple, une thrombopénie ou une allergie au clopidogrel avant. Donc c'est très très rare. Si vous tombez dans ces moutons à 12 pattes, ben, vous ne le mettez pas. Là aussi, ça m'étonnerait que le jour de l'internat, on vous mette ça. La toute dernière... Alors, pas de toute dernière. Bon courage.